Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez travaillé dans les coulisses du cinéma, mais sans jamais en faire au quotidien. Vous êtes l'un des plus célèbres romanciers français, mais aussi l'un des plus humbles. Un homme de lettres dans le sens large du terme, puisque vous terminez toujours vos histoires par une missive destinée à affranchir le lecteur. Bonjour Gilles Le Gardinier. Bonjour Jacques Pessis. Et c'est vrai que vos livres se vendent à des millions d'exemplaires. On vous connaît peu, on vous voit peu à la télévision, vous écrivez beaucoup. Et vous venez de sortir un livre, Le secret de la cité sans soleil chez Flammarion. Et c'est l'occasion de vous recevoir dans les clés d'une vie pour parler de votre parcours. Merci beaucoup. Alors votre parcours, il est totalement atypique. Je me demande quand vous faites autant de choses. Et on va l'évoquer à travers 4 dates clés. La première, c'est le 15 juin 1996. D'après l'administration, c'est la naissance officielle de Coming Soon Productions. Oui, tout à fait. Et c'est une agence de communication spécialisée dans des dossiers destinés aux journalistes pour la sortie d'un film. Oui, tout à fait. Comment c'est né ça ? Alors c'est né d'une passion qui date pour le coup de beaucoup plus longtemps pour le cinéma. J'ai été stagiaire quand j'avais 14 ans, je suis tombé dans le cinéma à ce moment-là. Je suis passé par les studios, je suis passé par la pyrotechnie. Et puis en fait, il se trouve que j'étais souvent un des rares Français sur les tournages anglo-saxons. Et qu'à un moment, on m'a proposé d'écrire des dossiers de presse, puisque je savais de quoi je parlais, et que j'avais souvent les contacts, et qu'on a décidé de se lancer avec mon épouse dans ce travail-là, qui est un travail de confiance, d'humilité, et de savoir se glisser dans le style des gens. C'est-à-dire qu'il faut voir le film, il faut, dans le plus grand secret, il faut retirer les éléments, il faut interviewer les auteurs, réalisateurs et comédiens. Oui, complètement. L'aspect qui est le plus intéressant, c'est en fait parler avec les créateurs du film jusqu'à comprendre exactement quelle a été leur démarche et quelle a été leur motivation. Donc en fait, c'est déjà réécrire une interview et presque un interrogatoire parce qu'il faut aller chercher l'information tant qu'elle n'est pas là. Oui, et d'ailleurs ce dossier de presse est tellement précis quelquefois que les journalistes le reprennent en ajoutant simplement leur signature. Tout à fait, mais un bon dossier de presse est un dossier de presse photocopié. Voilà. Vous en avez fait plus de 2000, je crois. Oui, plus de 2200, oui, tout à fait. C'est fou. Ça veut dire des films que vous avez vus, sur lesquels vous avez travaillé. C'est un métier qui n'existait pas, puisque en général un dossier de presse est fait en interne par une production. Alors plus ou moins quand même, parce que c'est quelque chose qui a toujours existé au sein des studios anglo-saxons, ça c'est évident, mais même en France, il y avait, ce sont souvent d'ailleurs des journalistes qui réécrivent ce genre de choses, parce qu'ils ont la science de l'écriture et du propos, mais nous, on n'était pas partie prenante, c'est-à-dire notre métier n'est pas de donner l'avis par rapport au film, c'est juste de permettre aux gens de s'exprimer au plus juste de leurs intentions, et après de le répercuter aux gens qui, eux, peuvent faire connaître le film. Voilà. Même si vous n'aimez pas le film, c'est pas le problème. Alors c'est pas le problème, ça l'est devenu après, parce qu'il y a tellement de beaux films, et il y a tellement de gens auxquels on s'est attaché qu'on avait tendance à ne travailler qu'avec les gens qu'on aimait le plus. Et aujourd'hui encore, on ne travaille désormais plus que par affection pour des gens avec qui on a une loyauté, une fidélité. C'est que l'un des premiers cinéastes attachés de presse, c'était Bertrand Tavernier. Tout à fait. Qui a commencé d'ailleurs, qui a travaillé avec Stanley Kubrick, et je ne sais pas si vous le savez, il a travaillé sur 2001, Odyssée de l'espace, sur Orange Mécanique, sur Barry Lyndon, et un jour, il lui a envoyé un télégramme, en tant que cinéaste, vous êtes un génie, mais dans le travail, vous êtes un crétin. C'est superbe. C'est génial. Il faut avoir l'honnêteté de ses sentiments. Alors, le début de votre vie, bien avant, est lié à cette chanson, Gilles Le Gardinier. Je suis né dans la rue, car c'est une histoire incroyable. Vous êtes né dans la rue, pratiquement. Alors oui, j'étais abandonné à ma naissance, tout à fait. C'est extraordinaire. Devant une chapelle, je crois. 90 rue d'Assas. Donc on n'est pas si loin que ça. Et, ouais. Et effectivement, j'ai été posé dans un panier auprès d'un dispensaire. Et puis voilà, c'est pas forcément. Alors il y a aucun misérabilisme, parce que ça m'a permis d'être élevé par des parents absolument extraordinaires qui sont pour moi mes seuls parents. Et de cette différence en fait, de cette espèce de, je crois que j'ai gardé une énergie, une envie, une soif et la notion permanente de la chance que j'ai de rencontrer des gens qui tendent la main. Oui, mais vous n'avez jamais recherché vos vrais parents, votre vraie mère? Non, alors je n'ai jamais voulu le faire du vivant de mes parents par respect pour eux. Oui. Et puis je m'étais dit que quand mes 2 parents ne seraient plus là, peut-être que je le ferais. Et vous savez quoi, ma mère a disparu il y a plus de 20 ans. Et je vais être très honnête, je m'en fous complètement. J'ai pas de manque. Je pense qu'on cherche dans une vie ce qui nous manque. Et qu'en l'occurrence, j'ai eu une enfance très heureuse. J'ai une famille absolument fabuleuse. J'ai moi-même aujourd'hui fondé une famille. Je vois pas pourquoi j'irais chercher ce
qui ne m'a pas manqué. Vous avez été recueilli très très jeune. Oui, j'ai été adopté en plénière à 6 mois, donc non, je n'ai pas été placé en famille d'accueil, j'ai réellement été adopté. Voilà, j'ai vraiment eu aucun problème avec ça. Moi, je pense souvent à Edith Piaf qui, soi-disant, est née dans la rue. Il y a même une plaque qui est devant l'immeuble du 72 boulevard de Belleville. En réalité, c'est totalement faux. C'est une invention. Elle est née à l'hôpital Tenon, rue de la Chine, à 200 mètres de là. Il y a son acte de naissance. Mais pour faire bien, pour la promotion, elle a dit ça. Alors moi, il n'y avait pas l'idée de promotion. Et voilà, moi, c'est malheureusement ou heureusement authentique. Alors, le cinéma, c'est une passion de l'adolescence, Gilles Gardinier. Complètement. J'allais... Mes parents nous emmenaient voir le Disney de l'année et il y avait un truc magique qui se passait dans la salle, c'est que vous aviez tous ces gens. C'était pas tant sur l'écran en fait, j'ai jamais été celui qui voulait être en lumière. Mais par contre, je trouve que ça faisait un effet bœuf aux gens qui étaient là. C'est-à-dire vous aviez toute une salle qui réagissait, qui riait, qui pleurait, qui tremblait en même temps. Et pour moi, le cinéma était le premier élément fédérateur commun. Parce que quand vous lisez un livre, même si vous avez des millions de lecteurs, ils le lisent chacun à leur rythme. Même une chanson, ça peut être aujourd'hui avec les casques, ça peut être beaucoup plus intime. Alors que le cinéma, il y a cette espèce d'expérience commune qui est juste fondatrice pour tout le monde et pour les humains particulièrement. Et les salles ont changé, il y avait des petites salles, maintenant des grandes salles, vous avez connu les deux. Alors honnêtement, nous j'habitais pas loin d'Anguin, on allait à Anguin ou même on allait sur des grosses salles à Paris et voilà, moi j'ai été élevé au Rex, donc c'était pas vraiment une petite salle déjà à l'époque. Il y avait la féerie des eaux à l'époque. Tout à fait, ouais. Alors, vous décrochez à 15 ans vos premiers stages, c'est-à-dire l'école ça s'arrête pour faire des stages de cinéma. Alors j'arrête pas l'école, j'y vais seulement pendant mes vacances. J'essaye de poursuivre une scolarité presque normale, même si j'avais vraiment la tête et le cœur ailleurs. Mais honnêtement, à partir du moment où je me suis rendu compte de ce qu'était l'énergie d'un plateau, ce qu'était l'esprit d'équipe d'un plateau, particulièrement chez les anglo-saxons, honnêtement, je vais être honnête, je n'ai pas fait grand-chose à l'école. Alors, ce qui est étonnant, c'est en général, quand on fait un stage, on est l'assistant de réalisateur, vous faites un stage de pyrotechnicien. Alors, j'étais moins que ça, j'étais très jeune, hein, j'avais 14-15 ans. Hein. Et du coup, en fait, j'ai même pas fait ça. Assistant réalisateur, c'était déjà un rêve, un Graal. Mais pour le coup, je branchais des câbles ou j'apportais les sandwichs. Ce qui était une période que j'ai adorée parce que c'est une période d'apprentissage et on ne se méfie jamais des stagiaires. Mais un jeune, si jamais il a déjà le cœur à l'ouvrage, il a le temps d'apprendre sans qu'il soit pris dans le jeu politique ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'était une période extrêmement forte parce que je pouvais observer des gens qui me fascinaient et je pouvais les observer librement. La pyrotechnie, en plus, c'est quelque chose de très particulier. Moi, je me souviens avoir fait un feu d'artifice du 14 juillet dont je faisais la musique. On travaillait dans un endroit secret pour préparer le feu d'artifice. C'était dans le Marais, un immeuble secret défense du gouvernement. Ouais, alors ça, le feu d'artifice, c'est vraiment un segment de la pyrotechnie. Oui. Parce que là, c'est surtout les artificiers qui font ça. Mais en fait, moi, je suis venu en pyrotechnie vraiment concrètement. C'est-à-dire que j'ai démarré dans les maquettes. Le vieillissement des maquettes, tout ça, fabriquer des mondes à échelle réduite, c'était un rêve de gosse. Ça l'est encore d'ailleurs aujourd'hui. Et pour le coup, après, j'ai vu la pyrotechnie qui souvent venait faire exploser les décors qu'on construisait. Et j'ai été fasciné par l'adjonction du danger à l'esprit d'équipe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'irrémédiable, de dangereux et de très fort. Mais en même temps, il fallait rentrer dans cet univers-là. C'était pas évident quand on a 15 ans. C'était plus simple à l'époque. Honnêtement, c'était beaucoup plus simple. L'audiovisuel n'était pas un secteur qui était à la mode. Les sociétés d'effets spéciaux de l'époque n'étaient pas... c'était pas starisé, c'était pas médiatisé. Et il y avait vraiment que les passionnés qui se retrouvaient là. Vous arrivez, vous avez trouvé du boulot tout de suite. J'étais un gamin. J'ai dérangé beaucoup d'adultes avec ma passion innocente et très pugnace. Oui. Et ils ont fini par avoir soit pitié, soit me prendre en amitié. Et en fait, ils m'ont laissé ma chance. Et après, le reste, c'est des rencontres. Et vous avez, Gilles Le Gardinier, réalisé des bandes annonces, des films publicitaires, des documentaires. Vous avez tout fait. Bah, plein de choses. Chaque fois que j'ai l'occasion d'apprendre, je le fais, c'est juste extraordinaire. Et avec les anglo-saxons, ce qui n'est pas fréquent. Souvent avec les anglo-saxons, c'est pas le système idéal, mais ils ont un défaut qui est une qualité pour le petit français que je suis, c'est que si jamais vous avez vraiment envie, ils vous laissent votre chance. Si vous la loupez, il y en a d'autres qui attendent derrière vous dégager, vous n'en aurez pas de deuxième. Mais si jamais vous accrochez et que vous donnez tout, ils ont le respect de ça. Il fallait parler anglais. Alors ça a été la première leçon, c'est que j'avais négligé ça à l'école. J'étais un petit Français qui apprenait l'anglais et j'ai passé au moins la première année et demie de stage à paniquer en me disant que je ne comprendrais pas tout. Et donc c'est une des richesses de l'humanité, c'est que quand on a la nécessité, on apprend et on apprend vite. Et c'était, d'après vous, votre futur? Vous pensiez un jour tourner des films, réaliser des films ou autre chose? Ah, pas du tout.
J'en avais pas, non, très honnêtement, j'en avais pas la moindre idée. Mais même là, le film que je viens de réaliser, celui sur lequel je suis passé réalisateur, je voulais pas l'écrire, je voulais pas le réaliser. Pour moi, c'était pas ma place. Je constate tous les jours en travaillant dans le cinéma que des gens, particulièrement en France, prennent la place sans en avoir la compétence. Donc je suis très respectueux, je ne m'avance pas sur les terrains que je ne maîtrise pas. Mais cet apprentissage vous a servi par la suite. C'est clair qu'il y a 2 ans, j'ai d'un seul coup trouvé pourquoi j'avais vécu tout ça pendant toutes ces années. Tout s'est assemblé en une fois. C'est-à-dire tout m'a servi de leçon, tout m'a préparé à ce que je fais aujourd'hui. Oui. Alors que vous ne saviez pas au départ ce que vous alliez faire. Vous aviez la passion sans imaginer ce que vous alliez faire. Ah ouais, complètement. Et vous avez quand même fait réaliser des bandes annonces, même comme stagiaire. C'est un travail difficile, délicat. Alors c'était déjà de l'écriture, à l'époque je n'écrivais pas encore, mais c'est déjà de l'écriture parce que faire une bande-annonce c'est respecter le ton du film, ne pas se contenter de mettre tous les passages clés dans la bande-annonce pour éventer la surprise des gens qui le verront, ça c'est quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, mais il y a une espèce d'écriture de l'écriture, c'est le sérum du film, c'est le film en plus fort, et c'est vraiment un exercice d'écriture, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, des exercices d'écriture, vous en avez fait avant l'écriture, et il y a une autre date importante dans votre vie, c'est le 16 juin 2010. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Gilles Le Gardinier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Le Gardinier, son dernier roman Le secret de la cité sans soleil. Vous êtes l'un des auteurs français les plus lus aujourd'hui, on va l'évoquer aussi à travers d'autres livres. Et une date importante pour vous, c'est le 16 juin 2010. D'après mes archives, c'est la première fois que vous passez à la télévision, dans le journal du soir Limousin, pour évoquer le prix que vous venez de recevoir, le prix du Polar SNCF pour L'Exil des anges. Ouais, alors j'ai oublié cette date, mais j'ai pas oublié ce prix qui est vraiment qui est un prix public, qui pour moi sont ceux qui ont le plus de valeur. Et j'y allais en outsider et ça a été le public pour la première fois m'a accordé une très belle reconnaissance qui reste pour moi vraiment quelque chose à part. C'est votre premier roman, L'Exil des anges. Oui, tout à fait. Ouais. Et vous aviez envie d'écrire depuis longtemps des romans, mais c'est venu comme ça. Alors en fait, j'ai toujours été amoureux des histoires. Parce que pour moi, la vie est dure et je pense que les gens qui font de la fiction ont cette fonction essentielle d'ouvrir une fenêtre sur l'imaginaire pour ceux qui en ont besoin au moment où ils en ont besoin. Donc écrire, ça a toujours été le cinéma, ma première passion est là pour ça. Et écrire, c'était moi le moyen d'ouvrir cette fenêtre. Et ce roman-là était, oui, important pour moi, même si c'est le premier publié, ça n'a pas été le premier écrit. Mais pour le coup, c'est la première fois que je me suis rendu compte que le public faisait la différence. Voilà, parce que ce prix, vous l'avez reçu. Bon, vous avez découvert, vous dites à la télévision, que c'était un polar, vous ne vous en étiez pas rendu compte. Alors voilà, aujourd'hui on a besoin d'étiquettes, on a besoin de petites cases pour faire rentrer les choses, mais vous êtes bien placé pour le savoir. La case devient confortable quand ça n'est que la vôtre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se demande pas dans quel genre écrivait Victor Hugo. Je ne me compare pas à lui, certainement pas, ou Stephen King. Ce sont des livres de Hugo ou de King. Ben voilà, j'espère qu'un jour on me sortira de ces cases, puisque je bondis de l'une à l'autre en permanence. Mais j'essaie d'être moi-même. Voilà. En même temps, ce roman, il y avait à la fois du policier, avec 2 chercheurs abattus par les services secrets, et il y avait du fantastique, puisque on était dans un univers fantastique à côté. Complètement. Mais les bonnes histoires n'ont pas de genre, c'est celles qui vous touchent. Vous êtes d'accord avec ça? Bien sûr. C'est-à-dire qu'une bonne histoire, peu importe de quel rouage elle est fabriquée, c'est quelle émotion elle vous apporte qui compte. Ce qui compte, c'est l'émotion qui se dégage. Vous êtes publié au Fleuve, qui est le Fleuve Noir à l'époque. Ouais. Et c'était tenu à l'époque, au départ, par Armand de Caro, qui était le qui était le beau-père de Frédéric Dard, et qui avait dans son bureau les premiers gadgets possibles et imaginables. Je me souviens d'aller un jour chez lui, il ouvrait un tiroir, il y avait les premiers magnétoscopes, ça l'amusait beaucoup. C'était tout sauf un bureau d'éditeur. Et il a fait fortune avec San Antonio. Oui, bien sûr. Alors, les télés à l'époque sont rares, effectivement. On vous voit ce jour-là, mais très peu ensuite, Gilles Le Gardinier. Pourquoi? Ah, c'est pas moi qu'il faut poser la question. Oui. Moi, je viens dès qu'on m'invite et je suis toujours heureux de rencontrer. Après, je pense que le succès de mes romans a surpris tout le monde, moi-même. Et que le public, en fait, m'a placé à un endroit où les journalistes ne l'ont peut-être pas vu venir tout de suite. Mais après, je suis toujours heureux de répondre aux invitations, toujours heureux de rencontrer et d'échanger. Oui, parce qu'au départ, le succès de vos romans, Gilles Le Gardinier, c'est le bouche à oreille exclusivement. Clairement, je suis un enfant du bouche à oreille, clairement. C'est-à-dire on n'a pas eu de campagne de pub, on n'a pas eu de campagne de presse, rien n'a été orchestré, rien n'a été construit. Le public m'a détecté et la comédie, en fait, Demain j'arrête, qui m'a permis d'exploser vraiment la première fois, elle a été mise en place en France à 4000 exemplaires.
4000 exemplaires. Ça veut dire que l'éditeur n'y croit pas beaucoup et c'est ce qu'on appelle une mise en place de principe. Aujourd'hui, on a un peu plus d'1,6 million. Et c'est venu comme ça directement en quelques jours? Non, pas du tout. Non, parce que le grand format a marché, mais pas tant que ça. Et c'est le poche. Le poche s'est répandu comme une traînée de poudre. Donc c'est 2 ans et demi après la sortie du livre. Mais pardon, dans la littérature, les précédents sont nombreux. Hein. Le dernier en date est très puissant, c'est Harry Potter. Hein. Oui. Il est quand même resté presque 2 ans sur les étagères avant que ça devienne le phénomène que l'on connaît aujourd'hui. Voilà, donc il a fallu du temps. Et alors les lectrices saluent en vous une écriture simple et positive qui fait s'ouvrir et réfléchir. Et c'est vrai que les lectrices, c'est une majorité de ceux qui sont dans vos romans. Ah bah clairement. Et puis de toute façon, en littérature, c'est les femmes qui font le marché. C'est qu'on parle toujours des lecteurs, mais si on était honnête, il faudrait parler des lectrices. Un livre n'est un succès que quand les femmes l'ont détecté. Ça a toujours été ça. La littérature, c'est d'abord une affaire de curiosité féminine. Et si les femmes le valident, alors moi en l'occurrence, c'est si leur mari se demande pourquoi elles y tiennent et pourquoi elles rigolent autant, ils finissent par jeter un œil. Mais ce sont toujours les femmes qui défrichent. Et là, pour vous, ça a été les femmes qui en ont parlé à leur mari, qui en ont parlé à leurs copains, etc. Tout à fait. Alors ça a changé votre vie, ce succès, je suis sûr. Pas humainement, ça m'a libéré en fait. Le vrai cadeau, c'est la liberté. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis dit que ce que je pouvais faire avait une chance d'intéresser les gens. Et le contrat dès le départ, c'était une sincérité. Je suis un garçon assez entier. Et ça m'a vraiment, ce blanc-seing m'a vraiment libéré. En même temps, vous n'avez pas arrêté vos autres activités, notamment avec les dossiers de presse, de cinéma. Ah, complètement. J'ai la chance de faire plusieurs métiers que j'aime, pour des gens que j'aime et que je respecte, et qui peut-être avaient besoin de nous. Je suis pas du genre à laisser tomber ceux avec qui je fais équipe. Oui, en même temps, c'est du travail. Oui, mais j'aime ça. Oui. Enfin, vous êtes bien placé pour le savoir. Quand on aime ce qu'on fait, c'est pas tout à fait du travail. Non, mais il faut quand même se lever à 3 heures du matin pour écrire. C'est clair. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Non, il n'y a pas d'autre. Pour avoir la paix, pour commencer par faire ce que vous voulez, calmement, j'ai commencé à écrire comme tous ceux qui tentent d'écrire, après ma journée de travail, après avoir sorti les poubelles, les enfants, la famille, le métier. Et puis vous finissez votre journée en rage parce que vous n'avez plus l'énergie de faire ce que vous avez réellement envie de faire. Donc après, vous ne changerez pas le monde. Donc on commence par changer ce qu'on peut contrôler, c'est-à-dire soi-même. Et je me suis réfugié le matin pour avoir cette espèce de plage où finalement là le téléphone ne sonne pas et personne ne vient rien me demander. Donc en fait aujourd'hui cette hygiène de vie elle m'est nécessaire parce que j'en connais le bénéfice. Voilà. En même temps, écrire c'était une envie, c'était pas évident au départ. J'ai toujours eu cette la pulsion a quand même toujours été là. Même gamin, je dessinais des petites BD, j'écrivais des choses. J'ai toujours beaucoup écrit. J'ai toujours une correspondance qui était assez lourde. J'aime écrire parce que pour moi c'est vraiment il y a un moyen de communication, l'humain est assez fabuleux avec l'écrit. C'est quelque chose que vous pouvez relire, prendre le temps. Enfin, il y a une particularité dans l'écriture qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et avant d'écrire vos propres romans, Gilles Le Gardinier, vous avez écrit des histoires pour enfants à partir de séries existantes. Notamment, il y a eu Largo Winch et beaucoup d'autres. C'est assez étonnant. C'est venu comment ça? En fait, on est venu me chercher. Et l'idée, c'était de faire des romans qui soient accessibles par des gens qui connaissent. C'était mon profil à la fois audiovisuel et c'était l'adaptation de séries animées. Alors, il y a eu Martin Mystère, il y a eu Jackie Chan, il y a eu plein de choses. Et l'idée, c'était de faire des livres qui soient en fait des pas vers la lecture pour des enfants qui connaissaient en fait l'audiovisuel. Et l'idée, c'était vraiment de les faire passer de l'écran au livre à travers quelque chose qu'ils connaissaient et qu'ils aimaient. C'était un exercice assez fabuleux. Et qui vous a permis d'apprendre autre chose. Complètement, d'apprendre à écrire en me glissant dans un style, et c'est ce qui aujourd'hui me permet de passer d'un roman, d'une comédie écrite dans la peau d'une femme à un thriller écrit dans la peau d'un homme. Alors il y a une caractéristique dans vos romans, Gilles Le Gardinier, ils commencent tous par « il faisait nuit, un peu froid ». Ouais, c'est mon « Il était une fois à moi ». Pourquoi? C'est nuit comment? J'aime cette phrase, pour moi c'est déjà un décor. Il faisait nuit un peu froid, c'est déjà un décor, c'est déjà une ambiance. Et dès le premier livre, j'ai eu l'espèce de pressentiment que ce ne serait pas le seul que j'écrirais. Je me suis dit, soigne ta première phrase, ce serait bien que ce soit ton « Il était une fois à toi ». Alors, il fait froid ce soir, il y a une phrase qui est vroue, qu'il fait froid ce soir, et comme tout est sombre, les arbres dépouillés se dressent seuls dans l'ombre. C'est le premier poème du général de Gaulle à 18 ans. Voilà, on n'aura pas eu la même vie, mais on aura quelques mots en commun, c'est superbe. Et puis, il y a une chanson qui évoque quelque chose qui se rapporte à vos romans, Gilles Le Gardinier. Le chat de la voisine qui mange de la bonne cuisine et fait si gros ronron sur un bel édredon, le chat de la voisine. Le chat de la voisine, parce que dans vos 4 premiers romans, il y a un chat. Bizarrement. Ouais, tout à fait. Alors, il y en a dans plusieurs de mes romans, mais sur la couverture. Oui. Et ça m'a porté chance, je ne le savais pas. C'est moi qui ai conçu ces couvertures-là. Et je ne savais pas que je m'étais
ouais, le doigt dans un univers que je ne connaissais pas et qui effectivement m'a aidé. Alors c'est pas ça qui fait le succès d'un livre. D'autres ont essayé, un chat en couverture, ça suffit pas à faire un best-seller. Mais pour le coup, la cohérence de l'histoire avec l'univers des gens chez qui cette couverture trouvait un écho a créé quelque chose qui m'a vraiment aidé. Et l'idée de faire un chat avec un bonnet péruvien, c'est venu comme ça? Alors c'est pas venu comme ça, c'est que dans le roman Demain j'arrête, sur lequel figure ce chat avec le bonnet péruvien, il y avait mon éditeur de l'époque avait voulu mettre une très belle jeune fille, ce que je trouvais complètement stupide parce que dans la littérature, vous pouvez imaginer vous-même, c'est une des forces de la littérature, vous pouvez imaginer vous-même vos héros et vos héroïnes. Et donc les incarner dès la couverture, c'est verrouiller quelque chose où pour moi il y a un espace de liberté. Et dans le livre, j'avais écrit, il y a une phrase qui dit méfiez-vous des chats qui vous donneront des conseils avec un bonnet péruvien. Ça me faisait rire. Je pensais que le livre ne marcherait pas et je m'étais dit au milieu de toutes ces couvertures qui se prennent au sérieux, s'il y en a une qui fait sourire les gens, même s'ils n'achètent pas mon livre, ce sera quand même pas mal de les faire sourire. Et puis ça a fait mieux que les faire sourire. Voilà. Et ça a été la base du départ, un peu comme Gueuluc avec son chat. Mais alors son chat, je ne sais pas si vous le savez, l'idée est née parce que sur son carton de remerciement de son mariage, il avait dessiné une chatte. Et on lui a demandé un jour une bande dessinée pour le Soir Magazine, et il a dessiné une chatte comme ça. Et c'est comme ça que c'est né en souvenir de son mariage. Il a bien fait de dire merci à son mariage. Exactement. Et nous, on va encore être à la noce dans quelques instants, puisqu'on va se retrouver pour évoquer une autre date, le 5 octobre 2016. À tout de suite sur Sud Radio avec Gilles Le Gardinier. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Le Gardinier, best-seller de plusieurs millions de lecteurs. Son nouveau livre, Le secret de la cité sans soleil chez Flammarion, on en parlera tout à l'heure. Mais le 5 octobre 2016 est sorti, c'est un événement aussi, parce qu'on c'est le premier, un roman avec du papier recyclé qui s'appelait Le Premier Miracle. Oui, tout à fait. Et je l'ai ici, effectivement, le papier n'est pas le même. Je l'avais dans ma bibliothèque, et c'est vrai que faire un livre avec du papier recyclé à partir du courrier des lecteurs, c'est assez étonnant. Oui, c'est ça l'histoire en fait, c'est que j'avais dans mon garage des sacs postaux de courrier que je reçois très régulièrement, et je n'arrivais ni à les jeter. J'ai même en tant que pyrotechnicien, je me suis dit que j'allais les brûler, mais je trouvais pas ça digne. Et j'ai eu une idée. J'ai proposé à mes éditeurs chez Flammarion d'inclure le courrier broyé de mes lectrices et lecteurs au papier du livre. C'était une première mondiale. Ils ont joué le jeu, ça leur a coûté une fortune, mais ils ont adhéré à l'idée, ils ont joué le jeu et je les en remercie sincèrement. Et ça donnait un livre qui est un peu plus dense, il est un peu plus lourd. Et les tout petits points noirs que vous pouvez voir c'est le courrier des lecteurs. Je trouve ça absolument pour toujours, le courrier de mes lecteurs est dans mon œuvre. Je trouve ça magique. Courrier auquel vous répondez, en général? J'essaye. Je peux pas répondre à tout le monde parce que j'en reçois beaucoup, mais j'essaye au maximum, ouais. Je crois que vous avez envoyé des cartes postales à une époque, Gilles Le Gardinier, pour tapisser votre garage. Ouais, alors c'était pour tapisser mon coin d'écriture, et j'ai reçu 400 kilos de cartes postales. Vous n'attendiez pas? Non, du tout. Mais les gens réagissent quand il y a un projet, quand vous leur proposez ce que j'appelle des plans foireux affectifs, les gens adhèrent. C'est fou, hein. Il va falloir beaucoup d'humour pour faire ça. Ouais, ou aimer les gens, et puis aimer... ouais, j'aime ça. Et le courrier des lecteurs, en fait, le premier courrier des lecteurs pour les femmes, c'était dans le journal Elle, après la guerre, avec Marcel Segal. Le premier courrier des lecteurs de l'histoire, c'est dans le journal Spirou, en 1939, avec le Furteur, qui est pour la première fois, on répond au courrier des enfants. Ça, c'est bien, c'est une belle initiative. Alors, ce papier, c'était pas facile à recycler en plus. Ça n'a pas été si compliqué que ça. On a trouvé une très belle usine qui l'a fait. On est allé jeter nous-mêmes les sacs dans les machines. On a vu sortir le papier. Il a été imprimé. Et en même temps, il fallait surtout pas augmenter le prix du livre parce que le livre était plus cher à fabriquer. Complètement. Mais là, l'éditeur a vraiment joué son rôle et je les en remercie sincèrement. Alors, il se trouve aussi qu'il y a le livre, il y a le courrier, mais il y a les rencontres. Et je crois que les rencontres avec les lecteurs sont des choses très importantes dans votre carrière, Gilles Le Gardinier. Ah oui, c'est ce que je leur dis en plaisantant. Je suis en entretien d'embauche. Je vois mes patrons et mes patronnes, j'en ai beaucoup. Mais non, c'est évident. Je suis d'abord un animal grégaire, moi. Et si j'écris, c'est vraiment, mes livres sont des ponts entre les gens, entre eux-mêmes déjà, par rapport à leurs propres émotions. Mais mon but, c'est de pas être seul, c'est pas d'être une star, le but, c'est vraiment, la littérature m'a permis d'aborder les gens qui viennent me voir comme si je les connaissais depuis des décennies. On n'a plus cette espèce de round d'observation sociale qu'on doit avoir avec les gens. Et cette capacité à parler tout de suite avec les gens, de ce qui compte pour eux, de ce qui nous touche dans la vie, mais c'est phénoménal, le monde devient un village. C'est-à-dire, quand vous avez cet entretien d'embauche avec vos lecteurs, c'est vous qui posez les premières questions, ce qui est plutôt rare.
Non, pas forcément en fait. Ils arrivent tous avec quelque chose. Non, pour les connaître, vous leur demandez de se présenter pratiquement. Non, parce qu'ils viennent spontanément. Ils ont lu mes livres, ils ont lu souvent les derniers chapitres auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure. Et en fait, ils ont souvent tellement attendu. Et ils ont tellement de trucs à dire qu'en fait, ils démarrent tout de suite. Mais honnêtement, je ne prends pas de temps avec eux. Ils ont des choses à me dire et on reste ensemble le temps qu'il faut pour avoir cet échange. C'est aussi une surprise pour vous. Quand vous avez commencé à écrire, vous n'imaginiez pas ça. Non, c'est quelque chose que vous n'expérimentez pas. Vous n'en prenez pas la dimension tant que vous ne l'avez pas vécu vous-même, c'est évident. Alors la planète, le premier miracle, c'est aussi un sujet qui permet d'évoquer les mystères de la science. Et c'est vrai que vous avez un côté en avance sur votre temps, avec des sujets fantastiques sur lesquels il faut de la documentation. C'est gentil. Je suis un garçon curieux. Ce monde me fascine par plein d'aspects et je m'intéresse vraiment à tout ce qui m'attire. Donc ça peut être de l'archéologie, ça peut être de l'histoire, ça peut être des sciences politiques, ça peut être des gens, ça peut être des inventions. Et je trouve qu'il y a une matière souvent dans l'histoire qui n'est pour moi pas du tout poussiéreuse. Elle est souvent la réserve de réponses, de mystères, de solutions même pour aujourd'hui. J'adore me plonger là-dedans, j'adore apprendre. Oui, mais en même temps, il faut une grosse documentation avant d'écrire la première ligne du roman. C'est pas à vous que je vais l'expliquer. Hein. Il y a du travail derrière toute découverte. Hein. Et je l'ai vu au cinéma. J'ai quand même du mépris pour les gens qui prétendent se documenter, qui font 3 recherches sur Internet et qui s'estiment spécialistes. Pour moi, on ne peut pas parler de la vie des gens sans aller leur demander, même quand j'écris une comédie avec une boulangerie dedans et qui se passe dans une boulangerie, j'ai passé plusieurs semaines dans une boulangerie en me levant le matin, en allant les voir travailler. C'est déjà génial de vivre une autre vie que la sienne, mais en plus c'est le seul moyen d'avoir un ressenti. Ah ben, moi un jour j'ai fait un film sur le Lido, j'ai passé 3 mois comme stagiaire avec les danseuses. Elles sont tellement grandes que je leur parlais au nombril, vous voyez. Il y a mieux comme ça, Jean. Alors, ce qui est important aussi, c'est que vous vous êtes mis dans ce livre dans la peau d'une femme, ce qui n'est pas évident, Gilles Le Gardinier. De quel livre parlez-vous dans plusieurs livres. Oui. Dans le premier miracle. Oui, bien sûr. Bien sûr, et ça ne me pose aucun problème parce que le job d'un auteur, c'est de passer les sentiments d'un personnage qu'il choisit, mais qu'il n'est pas forcément. Il y a quelque chose de très moderne, au mauvais sens du terme, de penser qu'on ne peut parler que de soi quand on écrit. Moi, j'ai pas de drame, je ne raconte pas ma vie, je ne monétise pas ma vie, je n'étale pas ma vie. J'ai juste envie de parler de choses qui me touchent. Et de temps en temps, pour certaines histoires, je cherche toujours le meilleur personnage pour être capable de... Comme un son qu'un instrument serait plus capable de faire vibrer qu'un autre. Et souvent, c'est des femmes qui sont le meilleur média pour arriver à communiquer ce sentiment. Ça ne me pose pas de problème. Et vous dites qu'on peut parler légèrement de choses sérieuses. C'est le job de la comédie. En France, on a un mépris pour la comédie. Mais il y a, je trouve, un vrai luxe à pouvoir parler légèrement, avec affection et respect, de choses graves, plutôt que d'asséner des vérités dramatiques dont tout le monde fait l'expérience dans sa vie tous les jours. Mettre la tête des gens dans le seau, c'est pas compliqué, il suffit d'allumer le journal de 20h. Oui. Après, parler de ce qui nous touche, et effectivement amener des réflexions, des prises de conscience ou même simplement des remarques sur ce qui nous broie tous ou ce qui nous construit tous quand on y survit, vaut mieux le faire avec un sourire en coin ou même des situations qui sont rigolotes. Et c'est peut-être ce qui touche le public et qui leur remonte le moral. Je sais pas. Ce qui est évident, c'est que je me retrouve complètement dans des gens comme Chaplin, qui avaient le don effectivement d'amener une espèce de lumière, une énergie, une joie, une capacité à survivre dans des situations dramatiques. Et vous êtes tellement respectueux du public, Gilles Le Gardinier, que quand on vous a demandé d'adapter Le Premier Miracle au cinéma, ça s'est pas fait. Vous pensiez que c'était pas une chose à faire. Je veux pas que les choses se fassent mal. Les gens qui viendront voir les films qui seront tirés de mes œuvres verront mon nom. Et j'ai le respect de ça. Souvent, j'ai été déçu par des adaptations qui ont été faites trop vite ou pour des mauvaises raisons. Je veux pas être ça. Je préfère que ça se fasse pas plutôt que ça se fasse mal. Et puis, j'en reviens à Demain j'arrête, parce qu'au départ, écrire une comédie, effectivement, tiré à 4000 exemplaires et vendu à plus d'1 million, c'est arrivé quand vous aviez envie de faire ça? Alors... On se connaît pas encore bien, mais je suis un garçon assez joyeux. Oui. Ça m'a coûté une partie de ma scolarité. Mais j'aime rire. Pour moi, la vie est difficile. Et je cherche toujours le décalage. Je passe des heures, des jours à préparer des blagues idiotes qui ne font rire que ceux qui les subissent. Par exemple alors... Là tout de suite, la première qui me revient, c'est de changer la place des voitures des copains dans le parking quand j'ai les doubles des clés. C'est génial. Mais oui, mais alors ça c'est vraiment à très peu de frais et honnêtement, vous arrivez à les faire passer pour des fous. J'en avais un qui j'ai déplacé pendant plusieurs semaines sa voiture de 2 places.
dans le parking de la gare où il se garait. Et comme il avait peur de perdre ses clés, il me les laissait à la maison. Et en fait, il a mis 3 semaines à peu près à m'en parler en me disant je crois que je deviens dingue, je retrouve pas ma voiture à la même place. Enfin, Et là, ce genre de moment n'a pas de prix. Parce que quand vous voyez son regard, d'abord il faut vous réussir à tenir. Mais oui, la vie est triste, rendons-la autre chose. Gardons la tradition du canular, chère à nos ancêtres. Voilà, c'est ça, réinventons-la. Exactement. Alors, vous avez eu envie d'écrire ce livre et ça a surpris tout le monde parce que personne n'y croyait à Gilles Le Gardinier dans une comédie. Je crois que personne me connaissait sous cet angle-là et personne, c'est même pas qu'ils croyaient pas en moi, ils en avaient rien à faire. C'était juste une absence d'avis plus qu'un mauvais avis en fait. Alors, vous avez ouvert la voie, dit-on, à un roman, je déteste le terme, mais c'est à la mode, le roman feel good, parce que beaucoup de femmes se sont engouffrées dans cet espace, mais c'est vrai que vous êtes un pionnier dans la matière. Je sais pas, alors... Les éditeurs suivent souvent des modes. Il y en a beaucoup, c'est des manches à air. Dès qu'il y a un souffle d'air, ils s'orientent et ils captent ça. Moi, j'ai fait ce que je croyais. Que d'autres après le fassent, mon Dieu, tant mieux si on inspire des gens. Après, je respecte complètement tout ce qui s'est fait ailleurs. Moi, je suis un auteur, je suis pas un fabricant de produits. Voilà. C'était comme Guy Descartes, qu'en son temps, on a spolié en disant il est nul, etc. Il a vendu des millions de livres, et c'est lui-même qui s'était rebaptisé Guy Descartes. Guy Descartes. mais complètement, mais il faut avoir du recul par rapport à ce qu'on fait. Et puis, je pense que dans nos métiers, qui sont des métiers de liberté, de création, et de proposition vis-à-vis du public, la seule chose qu'on puisse faire, c'est être sincère, être soi, et après le public fera de nous ce qu'il veut. Voilà. Il n'y a pas de recette d'écriture, contrairement à ce que certains pensent. Non, ça se saurait. Ni en cinéma, il n'y a pas de recette, ni en amour, ni dans la vie. Les règles préétablies, ça n'existe pas. Et les histoires les plus simples sont les plus difficiles à construire, Gilles Le Gardinier. Ça, je sais pas, en fait. Vous avez un regard vous avez probablement une expertise que je n'ai pas, je sais pas, moi, j'écris mes histoires au fil des sentiments. C'est-à-dire que je ne construis pas des rouages avec des post-it sur mon frigo. C'est vraiment, comme la vie, le matin, quand vous sortez de chez vous, vous savez pas ce qui va vous arriver. Vous pouvez le prévoir, vous pouvez avoir des rendez-vous, vous pouvez avoir des envies. Mais grosso modo, les rencontres vont déterminer, la météo va déterminer, votre état va déterminer, les accidents de la vie vont déterminer. Et c'est ça qui fait la magie de l'existence. Et vous auriez pu écrire, Gilles Le Gardinier, des séries pour Netflix et autres. C'est pas votre truc. Non, parce que ces gens-là font, parfois avec talent, mais ils font des produits, et moi je suis une nature. Vous êtes un artisan. Ouais, complètement. Et parmi vos temps de liberté, il y a des voyages avec un pays qui vous fascine. Highlander, film avec Christophe Lambert. Et donc, vous avez assisté au tournage et vous avez découvert l'Écosse. J'étais rien là-dessus, j'étais un petit stagiaire, mais c'est le film avec lequel j'ai découvert l'Écosse. Et ça a été un choc pour moi parce que j'ai découvert un pays de contraste, de densité, une réalité humaine. Enfin là-bas, une poignée de main, ça vaut tous les contrats. Vous n'avez pas le choix, vous devez finir votre maison parce que dans 2 heures, vous allez prendre une averse, donc rien ne traîne. Il faut faire les choses efficacement, il faut survivre, il faut le respect de la parole de l'autre, il faut l'entraide. Ça me parle. Et l'Écosse détient le record mondial de l'écho le plus long dans une structure artificielle. Il a été établi dans les tunnels d'Inchindon, près d'Invergordon. L'écho d'un tir de pistolet a mis 112 secondes pour disparaître. Waouh, j'ignorais ça, bravo, mais ça c'est fabuleux. 112 secondes 112 secondes. C'est incroyable. Un écho, c'est le record du monde. C'est très impressionnant. Alors, ce côté artisan, vous le maintenez quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que là, vous préparez maintenant un film, mais ce film, ça a été des années de réflexion. Alors, c'est vraiment marrant parce que donc je viens d'adapter Complètement cramé en film avec John Malkovich, Fanny Ardant, Émilie Dequesne, Philippe Basse. Enfin, j'ai eu une chance énorme par rapport au casting. On a mis 9 ans. Je ne voulais pas l'écrire, et puis à force de voir du mauvais boulot fait sur le film, les producteurs m'ont dit non, il faut que tu t'y mettes. Donc je m'y suis mis, en embarquant ma coproductrice Christelle Hénon dans l'aventure. Et puis après, le réalisateur, il y a eu des réalisateurs pressentis, et je retrouvais pas la magie, il y avait pas cette vibration. Et on a fini par décider qu'en fait, ce serait peut-être un peu moins mauvais si jamais c'était moi qui le faisais. Je me suis retrouvé là-dedans, et ça a été une expérience fabuleuse parce que je l'ai abordé en toute humilité avec une équipe extraordinaire et je me suis senti vraiment à ma place. Voilà, et ce film sortira je crois en février 2023. Non, le 1er novembre 2023. 1er novembre 2023. On a encore le temps d'en reparler sur Sud Radio. Une date beaucoup plus récente, c'est le 5 octobre 2022. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Gilles Le Gardinier.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Gilles Le Gardinier, auteur de best-sellers, je crois que vos 4 premiers romans, c'est 3 millions d'exemplaires, donc un détail. Et Le secret de la cité sans soleil est sorti le 5 octobre 2022 chez Flammarion. C'est une course contre la montre de quelques hommes qui doivent retrouver un fabuleux trésor, celui de la forteresse de Montségur. Curieusement, c'est votre première histoire que vous avez repris aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est une histoire qui m'a empêché de dormir, qui m'a donné le courage d'écrire, que j'ai eu la folie d'écrire. Et qui il y a en 96, je crois. Oui, même avant, non, c'est même avant, je crois. Oui, non, vous avez raison, vous avez raison. Non, vous avez raison, vous connaissez mieux ma vie que moi, Jacques. Et c'est effectivement, elle est sortie en poche la première fois en 96. Et en fait, j'ai toujours gardé une tendresse pour cette histoire qui, à mon avis, scénaristiquement est très bonne. Mais le style, j'étais pas au point encore. Et je voulais pas me contenter de la ressortir comme beaucoup le font, juste pour profiter d'une notoriété que le public m'a offert. Et du coup, en fait, on l'a retravaillé pendant 2 ans. Je savais que cette année, avec le film, je n'aurais pas le temps de créer un original, de créer quelque chose de complètement inédit. Et donc, ça s'insérait parfaitement dans le calendrier. Et donc, on a complètement repris le livre avec mon épouse. On lui a ajouté des chapitres supplémentaires historiques pour la documentation dont vous parliez tout à l'heure. Et je suis très heureux de c'est une bonne, honnêtement, alors ça n'engage que moi, hein, mais j'adore cette histoire. Et en plus, il fallait récupérer les droits, c'était pas évident, cette histoire est sortie ailleurs, ça a été un combat. Un combat, c'est un grand mot, mais il a fallu la jouer fine pour que ce qui soit sincère puisse triompher, oui. Et votre épouse, justement, je crois que c'est une amie d'enfance avec qui vous travaillez en permanence. Oui, complètement. On s'est connus à l'école. Je copiais les maths sur elle. Oui. Et elle a toujours beaucoup plus travaillé que moi, elle était plus sérieuse. Et on a été vraiment excellents amis. Et je l'ai demandé en mariage au bout de 5 ans. Elle m'a refusé 2 fois. Et on est mariés depuis quelques années maintenant. Elle a complètement échoué. Écoutez, personne ne le regrette apparemment. Alors, il y a aussi une chose importante, c'est que dans vos histoires, vous n'aimez pas qu'on dévoile ce qui est dans le livre à la radio ou à la télévision. Bien sûr, mais pas, juste là encore par respect pour les lecteurs. Quand vous voyez une bande-annonce qui vous montre tous les instants clés du film, ou quand quelqu'un révèle les twists qu'il peut y avoir dans une histoire, je trouve ça préjudiciable au plaisir des lectrices et des lecteurs. Et moi, c'est pour eux que je travaille. Voilà. En même temps, il faut que cette histoire elle ait été construite, et c'est construit comme un jeu d'échecs, car je crois que vous aimez jouer aux échecs. Oui, je suis un joueur d'échecs, ouais, j'aime bien ça. Et c'est vrai que chaque histoire, c'est presque comme une partie d'échecs. Il faut la construire très, très en avance. Sur la base d'un sentiment, oui. Intellectuellement, j'aime beaucoup l'idée de jouer avec les gens, c'est-à-dire dans leur intérêt, avec une bienveillance pour eux. Mais pour moi, effectivement, c'est une partie d'échecs. Ce que j'aime dans les échecs, c'est pas le côté intellectuel de ce jeu, c'est que quand vous jouez avec quelqu'un aux échecs réellement, vous savez comment pense l'autre. Vous avez ces rouages qui fonctionnent devant vous. Et c'est quelque chose que j'adore dans la connaissance des gens. Et quand j'écris un livre, mon contrat avec les lectrices et les lecteurs, c'est effectivement de les prendre par la main, de les emmener se balader. Mais l'idée, c'est qu'ils ferment les yeux au départ et qu'ils me fassent confiance. Je ne leur ferai pas mal, je ne les maltraiterai pas, mais c'est tellement bien de pouvoir s'abandonner à quelqu'un qui vous veut du bien. Oui, avec une histoire, et même 2 histoires dans un livre, parce que la course contre la montre pour retrouver ce trésor, c'est une chose, mais en même temps, il y a une menace qui pèse sur le monde. Complètement. Et vécu par un tandem de potes, en fait. Et mes livres ne parlent finalement que de ça, hein. C'est des gens qui ne peuvent pas s'en sortir seuls et qui ont besoin de découvrir le vrai trésor étant l'autre, ce qui peut les aider à surmonter ce qui risque de les détruire. Et ce livre, donc, vous a donné envie d'écrire, et vous n'imaginiez pas écrire autant de livres au départ. Et non, pas du tout. Oh non, c'était ma plus longue rédaction où j'ai écrit. C'est-à-dire que vous n'imaginiez pas qu'un jour vous consacreriez une partie de vos journées au roman. Ah non, mais j'ai jamais calculé, j'ai jamais eu de plan de carrière en fait. Donc quand j'ai commencé à écrire un livre, d'abord je savais pas que ça marcherait aussi bien, je savais pas que le public me ferait cet effet-là, je savais pas que je reviendrais au cinéma en réalisant moi-même, je ne savais pas. Oui, et en même temps, vous avez hésité à écrire, je crois que c'était un mardi, vous avez pris la plume, et vous avez dit je m'y mets. Ouais, complètement, ça m'est vraiment tombé dessus comme on tombe amoureux. Vous êtes jeté à l'eau sans savoir nager. Exactement, tout à fait. Et comment c'est venu ? L'envie, vraiment l'envie. Je pense que ce qu'on fait de mieux dans une vie, on le fait parce qu'on y croit vraiment ou on le fait pour quelqu'un. Et là, en fait, j'avais envie, j'avais travaillé sur tellement de films où je me disais, mais comment ils peuvent y arriver ? Je me suis dit, si un crétin de plus tentait l'aventure, ça allait pas déséquilibrer l'univers. Donc je me suis jeté à l'eau comme ça, et puis après, le reste, c'est presque pas ma faute, en fait.
Alors vous racontez dans ce livre aussi, parce que vous avez une caractéristique particulière, et on va en parler, que vous avez au départ écrit 700 pages qui ont été refusées par tous les éditeurs de Paris. Oui, j'ai surtout pas de réponse. Ça, c'est qui ont été ignorés, ce serait plus juste que refusés en fait. Parce qu'il y en a très peu qui ont répondu. Mais après, c'est aussi quelque chose que j'ai découvert de la littérature. Être édité quand on sort de nulle part, c'est quasiment impossible. Et c'est le conseil que je donne aux gens qui viennent me voir aujourd'hui quand ils ont un manuscrit. Il faut d'abord avoir une connexion humaine sur un salon, avec un auteur, avec un éditeur. Mais c'est très compliqué de sortir du lot. Ceux qui théoriquement arrivent par la poste, les quelques-uns pour qui ça arrive dans une année servent d'alibi aux millions pour qui ça n'arrive jamais. Oui, moi je me souviens de Robert Laffont qui m'avait dit un jour, je suis chez moi le samedi matin, j'ai rien à faire, je vois un gros paquet qui est arrivé, je l'ouvre, je lis le livre comme ça parce que j'ai rien d'autre à faire. C'était Papillon d'Henri Charrière, qu'il a découvert comme ça par hasard, alors que personne d'autre ne l'aurait découvert. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, se faire connaître, c'est pas évident. Et je crois qu'après ce premier livre, vous l'avez commencé, il a fallu 4 ans pour qu'il soit édité. Oui, complètement. Alors après, juste Robert Laffont a eu beaucoup de chance, parce qu'il aurait pu avoir autre chose que Papillon dans sa boîte aux lettres, soyons très clairs. Et puis je trouve ça étonnant qu'un homme comme ça n'ait rien à faire un samedi matin. Il était chez lui, c'est des oui, c'est ça, chance. Voilà. Et donc vous avez retravaillé ce premier livre pendant 4 ans, vous avez appris votre métier, Gilles de Gardinier. Complètement. Et à un moment, j'étais tellement convaincu que j'étais allé aussi loin que je le pouvais tout seul, que j'avais besoin de l'appui de professionnels. C'est à un moment où vous pouvez faire un travail sur vous, ce qui est très salvateur. Vous êtes, c'est ce que je disais tout à l'heure avec les horaires de travail, vous êtes le premier élément de votre vie sur lequel vous pouvez influer. Il faut s'en servir de ça. Alors, il y a une chose étonnante aussi qui fait partie de vos caractéristiques. À la fin de chacun de vos livres, il y a une conclusion personnelle. Vous dialoguez avec le lecteur. Complètement. Ça me vient du théâtre. Parce que vous n'imaginez pas une représentation de théâtre où le rideau se baisserait, où les gens rentreraient chez eux. C'est le rideau s'ouvre et les comédiens reviennent saluer, remercier le public de lui avoir consacré du temps en étant eux-mêmes. Ce coup-ci, ils laissent tomber le masque et ils sont eux-mêmes. Et je trouve cette tradition magnifique. On peut pas l'avoir au cinéma, on peut pas l'avoir dans... Il y a plein d'arts où on ne peut pas. Le peintre n'est pas là quand on admire sa toile, mais en littérature, on peut. Et du coup, j'ai ajouté ce premier chapitre. Mes éditeurs m'avaient dit c'est long, tout le monde s'en fiche, ça n'a aucun intérêt. Encore une fois, ils étaient très compétents. Et du coup, je l'ai fait et je le fais toujours. Et vu la réponse du public, bien sûr que je le ferai toujours. C'est-à-dire que ça veut dire que vous racontez une partie de votre vie, des confidences personnelles sur le livre ou sur autre chose. Oui, et puis sur eux, sur le lien qu'il y a avec le public, sur ce que j'ai fait en marge du livre, soit pour mieux le connaître, soit ce que j'ai vécu avec les lectrices et les lecteurs. Mais c'est vraiment le moment où je ne suis que moi-même, je suis plus la jeune femme, je suis plus le vieux monsieur, je suis plus le héros de roman, je suis juste Gilles, et on se parle entre celui à qui, celle à qui j'ai raconté une histoire, et puis moi. Vous êtes le seul, Gilles Le Gardinier, à faire ça en littérature. Quelqu'un l'a fait avant moi. Je l'ai découvert après. Ah bon? C'est Charles Dickens. Ah bon? C'est une belle réponse. Et ça me va. Ça vous va. Et les lecteurs répondent? Ah, massivement, c'est très clair. C'est vraiment. Il y a même un livre qui est, je crois, le premier miracle, où j'étais obligé de leur dire en tête de ce chapitre-là. Beaucoup commencent par le lire pour savoir dans quel état d'esprit ils vont être. Et je leur dis non, si jamais vous n'avez pas lu le reste du livre, vous ne lisez pas ça parce que ça va vous gâcher l'histoire. Alors, en même temps que Le secret de la cité sans soleil sort chez J'ai lu mardi 19h soir, qui est un autre livre qui est sorti l'année dernière en poche, parce que vos livres sont un succès en poche. Et là encore, l'héroïne est une femme et elle se retrouve dans un club de sport et ça va changer son destin. Complètement. À la base, c'est une infirmière. C'était très important. Alors, je l'ai pas calculé comme ça puisque j'envisage mes romans très très longtemps à l'avance et donc j'avais imaginé cette histoire bien avant le Covid. Mais le fait, je vous disais tout à l'heure que je me documentais, je suis allé passer du temps à l'hôpital d'Aubonne où j'ai été accueilli magnifiquement par des humains absolument fabuleux qui prennent soin des autres pour passer du temps avec eux, pour voir comment ils travaillaient. Donc, effectivement, l'héroïne est d'abord infirmière. Elle est dans un moment, et ça arrive à beaucoup de gens, où sa vie ronronne, où elle ne trouve ni l'amour, ni le souffle qui lui permet de vivre complètement. Et en fait, elle va, par dépit, s'inscrire dans un club de sport, comme beaucoup de gens le font. Et là, c'est le début à cause de la bande, à cause des gens, à cause de l'entraide qu'il y a, à cause des problèmes que vont poser les autres. Elle va se découvrir, elle va se révéler, elle va devenir elle-même. C'est une histoire qui pourrait arriver à beaucoup de femmes qui nous écoutent. Oui, même à d'hommes. Oui. Mais bien sûr. Les femmes, je pense, sont un terrain plus favorable pour ça parce qu'elles ont une capacité à la remise en cause qui est, à mon sens, supérieure. Et même si aujourd'hui on les encense par principe pour des mauvaises raisons, on occulte souvent leur véritable valeur que les gens qui ne sont pas des abrutis n'ont pas attendu
pour découvrir. Oui. Et la Covid, donc le confinement, ça a été une période difficile aussi. Vous avez pu écrire? Alors, pas tellement en fait, puisque moi j'étais confiné en famille et on s'entend très très bien. Écrivant à la maison et travaillant à la maison depuis des années, le télétravail, on en avait déjà on en avait une certaine habitude. On s'est tout de suite rendu disponible pour aider, pour essayer d'apporter aux autres ce que je ne trouvais plus dans le contact. Et j'ai fait à l'époque un truc qui était vraiment marrant, c'est que j'avais mis à disposition une adresse mail pour que les gens m'envoient, que je ne pouvais plus voir, qui mettent leur numéro de téléphone et leur prénom. Et donc on tirait des numéros, je tirais des numéros au sort tous les jours. Et j'ai reçu plus de 9000 numéros de téléphone. Et j'ai appelé 894 personnes pendant le confinement. Et c'était magique. Je ne savais pas où je tombais, je ne savais pas chez qui je tombais. À chaque fois, vous découvrez des vies. Parfois au mauvais moment, parfois au très bon moment. Ça a été extraordinaire, mais vraiment extraordinaire humainement. Alors, dans ce roman, mardi 19h soir, vous vous interrogez comment se porte l'enfant que vous étiez. C'est important pour vous, la remise en cause d'une vie. Alors, je pense que si vous perdez de vue l'enfant que vous étiez, vous vous perdez. Parce qu'en fait, je pense qu'un individu, c'est un fil continu. Et que l'enfance est fondatrice, comme l'adolescence. Tous les âges sont vraiment essentiels dans la constitution de la nature qu'on peut révéler. Et je trouve que particulièrement l'enfance, il y a des élans, il y a des envies, des courages, des inconsciences. J'en ai été le vivant exemple. Aller déranger des gens parce que j'étais passionné de cinéma, c'était juste de l'inconscience. Je trouve que si on perd cet élan-là, on casse quelque chose. Donc c'est vraiment ce que j'ai voulu passer dans Mardi soir 19h. Voilà, c'est la remise en cause d'un mode de vie qui est dans une chanson de Michel Delpech. Quand il est descendu pour acheter des cigarettes, ce lundi-là, une des plus belles chansons de Michel Delpech que tout le monde a adoré, qu'on a entendu à la radio, qui ne s'est pas vendue parce que c'est l'histoire d'un garçon qui décide de partir de chez lui pour vivre une nouvelle vie et que les maris n'osaient pas acheter le disque pour le ramener à la maison en craignant une scène de ménage. C'est fou ça quand même. C'est fou, hein. Pourtant elle est superbe, ouais. Alors, il y a aussi une chose très importante pour vous, Gilles Le Gardinier, sont les associations. Vous avez créé des associations, vous travaillez pour une quinzaine d'associations et vous en avez créé une qui s'appelle Les mots pour le dire, pour défendre la langue française. Alors plus que pour défendre la langue française, honnêtement, c'est favoriser la lecture. Parce que la lecture est pour moi quelque chose de fondamental. Je lis peu. Je lis très très peu. Hein. Vous n'avez pas le temps. Je plaisante en disant qu'encore 2 bouquins, j'en aurais lu plus que j'en aurais écrit plus que ce que j'en ai lu. Mais pour moi, la lecture, on la pousse pas avec des lois. On la pousse avec des textes. N'importe quel humain revient là où il a été heureux. Et si un humain découvre le livre qui peut changer sa vie et être heureux, alors il reviendra à la lecture. Et je pense que en termes de prescription à l'école, quand on voit ce qu'on fait lire à des ados, je pense qu'il y a une inadaptation totale à ça. Et pour le coup, je pense que la prescription la plus forte et la meilleure envie qu'on puisse avoir de lire, elle vient de gens qu'on connaît, qu'on aime et qui vous disent « tu devrais lire ça, c'est formidable ». Et chacun avec leurs caractéristiques, et il y a de la place pour tous les genres, tous les styles, toutes les humeurs, tous les sentiments qu'on cherche. Je crois vraiment à ça. Et l'idée pour moi avec l'association, c'était d'encadrer la lecture non pas avec des dogmes, mais avec des élans, avec des affects, avec des enthousiasmes, et de les partager pour que des gens qui ont du mal à rentrer dans l'eau parce qu'ils peuvent la trouver froide, se rendent compte que des gens sont déjà dedans et les invitent à sauter, quoi. Voilà, c'est un peu ce qui vous est arrivé puisque le bouche à oreille a fait le succès de vos livres. Complètement. Alors ce dernier livre, donc Le secret de la cité sans soleil chez Flammarion, il y a donc, j'ai lu mardi 19h soir et bientôt le film et puis d'autres livres parce que vous n'allez pas vous arrêter comme ça. Non, je suis heureux, je suis un auteur heureux. Ernest Hemingway a dit qu'il faut souffrir le martyre pour bien écrire. Je suis désolé Ernest, mais c'est pas toujours vrai. Ouais. J'aime écrire et évidemment ça peut donner des chefs-d'œuvre. Le malheur peut donner des chefs-d'œuvre en musique, en peinture, partout. Le malheur peut. Mais je crois qu'une forme de bonheur et d'envie des autres, d'envie peut en donner aussi. Eh ben, cultivez le bonheur, cultivons le bonheur et merci d'avoir participé et de vous être si bien raconté, Gilles Le Gardinier. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, merci beaucoup. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.